Chers amis, c'est un plaisir, mais aussi un privilège, Monsieur le Ministre, cher Cédric, d'avoir votre présence pour l'ouverture de cette nouvelle édition du Forum des Interconnectés. Lorsque nous avons dû prendre la décision avec Céline Colucci et l'équipe d'annuler nos dates les 12 et 13 décembre dernier du fait des agitations sociales, nous en avions le cœur un peu déchiré. Nous étions aussi emplis de doutes sur votre participation à tous. Et là, je dois dire que nous sommes extrêmement touchés et heureux de vous voir si nombreux. Cette salle est comble. Vous qui êtes élus, représentants des territoriaux, partenaires, entrepreneurs, merci d'être là. Ceci nous dit deux choses, que derrière toute contrainte, il y a toujours une nouvelle opportunité. Et puis, vous témoignez par votre présence la force et l'intérêt de notre réseau des territoires innovants. Vous démontrez que nous sommes une communauté de territoires fermement engagés dans l'innovation par le numérique et qui apprécie surtout de se retrouver pour avancer plus vite et mieux ensemble autour de cette ambition. Faire qu'à l'échelle de notre pays, cette République des territoires innovants se réinvente avec sens et créativité, avec insistance et discernement, avec excellence pour mieux trouver sa place dans ce 21e siècle et ses nombreux défis. Soyez donc les bienvenus dans cet hôtel de ville dont les portes seront largement ouvertes pour vous sur ces 2 jours du forum. Si nous ne sommes pas ici un modèle de bâtiment à énergie positive ou intelligent, je peux néanmoins vous assurer qu'en son temps, au XVIIe siècle, la conception et la réalisation de cet hôtel de ville ont sollicité les plus grands génies et artistes, de Simon Bopin, voyer de la ville, à Lemercier, architecte du roi, mais aussi Gérard Desargues, mathématicien lyonnais. Et son prestige nous met en tout cas au défi de la pérennité de ce que nous inventons au présent et de l'héritage que nous laissons à l'avenir. Ce rapport au temps que nous trouvons en ces murs nous ramène au thème que nous avons voulu donner à ce forum 2020. Nous ne sommes pas à n'importe quel moment de cette révolution, de cette évolution, de cette induction numérique. Un temps politique tout d'abord. Dans quelques semaines, l'ensemble des villes, intercommunalités, métropoles vont se voir dotées d'une nouvelle gouvernance et d'une nouvelle feuille de route pour les 6 années à venir. Et je crois que nous sommes tous d'accord et conscients, en tout cas au sein de cette Assemblée, que l'innovation par le numérique doit s'inscrire dans l'ensemble des politiques publiques et prendre une place à la hauteur des enjeux qu'il représente, mais aussi auxquels il peut répondre en tant que vecteur de transformation. Il doit devenir un sujet politique à part entière. Ensuite, il y a le paradoxe avec lequel nous devons composer au présent. Sans aucun doute, nous avons fait des bonds de géants sur l'aménagement numérique de nos territoires, sur l'open data et la protection des données, sur l'entrepreneuriat avec cette puissante dynamique French Tech, sur la modernisation de l'action publique et la dématérialisation, sur la transformation de nos environnements de vie et l'évolution de nos modes de vie. Mais aussi, face à nous, il y a cette immense fracture. Ces 13 millions de personnes qui voient un monde émerger sans en être ou en ayant de grandes difficultés pour en être, mettant au défi nos valeurs d'égalité et de fraternité. Enfin, il y a ce contexte plus général que nous ne pouvons pas non plus ignorer. Un système démocratique ébranlé par cette vague technologique qui a généré une horizontalité des conditions communautaires, cette perte de confiance dans le progrès, cette urgence écologique absolue et cette scène internationale en turbulence. Au cœur de cette temporalité, le réseau des territoires innovants a choisi de reprendre ensemble les défis du numérique territoriaux avec cette plénière d'ouverture. Nous avons construit un programme qui va nous permettre de passer en revue chacun des recoins de vos préoccupations en tant que territoire, de faire le point sur ce que nous avons réalisé, mais surtout sur ce que nous devons encore imaginer et faire. Et je voudrais, avant de laisser la place au débat, vous faire un très bref rappel du travail réalisé par le réseau cette année grâce à la confiance de ses 2 fondateurs, la DCF et France Urbaine, dont je salue les représentants qui nous ont apporté cette confiance-là, mais aussi grâce au soutien de nos partenaires privés et territoriaux. Au niveau politique, la commission numérique, fondée par la DCF et France Urbaine, après 1 an de travaux, contribue à l'émergence d'une vision territoriale de la transformation numérique proche des citoyens et surtout des réalités terrain.
Et c'est grâce à cette cohésion que nous portons maintenant une voix collective qui est plus forte, plus lisible auprès des instances de concertation nationale et de l'État. Nous recevrons jeudi matin, pour la 5e tenue de cette commission, la présidente du Conseil national du numérique, Salwa Toko, pour un échange sur les travaux du Conseil sur le volet numérique et environnement. Mais nous recevrons également une représentante de l'ARCEP, ainsi qu'un représentant de la Commission européenne qui viendra nous présenter la déclaration Join, Sustain and Boost. Nous sommes surtout très fiers, dans quelques instants, de pouvoir remettre le manifeste Agir contre l'illectronisme issu du groupe de travail piloté par Jacques Auberti, qui est président du SICOVAL. Être à vos côtés dans vos réalités nous importe. Les rencontres régionales que nous avons réalisées cette année ont réuni près de 1000 personnes. Le programme Territoire Prod, qui propose des formations, actions sur des thèmes aussi variés que Dites-le nous une fois ou encore Évoluer vers la mobilité en tant que service, a rassemblé près de 250 participants. Et puis ce Tour de France des interconnectés qui s'est égrené en 9 dates. Nous sommes allés de Charleville-Mézières à Dax, et puis nous avons fait également l'autre diagonale de Nantes à Istres, et puis la verticale et l'horizontale. En tout cas, ceci nous promet une belle cuvée de labels ce soir que nous découvrirons sur notre soirée de gala. Nous sommes aussi très attachés au dialogue public-privé et heureux de voir la publication des 2 premiers essentiels avec Enedis sur la mobilité électrique et l'autoconsommation collective. Nous aurons aussi l'occasion, sur le 2e jour du forum, de lancer un travail commun avec Public Factory, qui est le laboratoire public de Sciences Po Lyon, et Ocalia, sur la transformation des métiers des collectivités, qui est aussi un enjeu majeur dans ce saut culturel que nous devons opérer ensemble. Donc je voudrais maintenant terminer mon propos avec des remerciements chaleureux à nos grands partenaires, à nos pairs partenaires également du Tour, à l'ensemble des partenaires entreprises, mais surtout à vous tous et aux équipes des interconnectés. Bravo les filles pour cette organisation. Alors, nous avons le plaisir donc de pouvoir accueillir Monsieur Cédrico, secrétaire d'État au numérique, dans cette table ronde. Je vous prie de vous asseoir au centre. On va vous encadrer avec plaisir. J'invite les autres intervenants aussi à nous rejoindre. Donc, John Biard, maire de Lefavrile, Jeanne Carrez-Bock, responsable du programme Smart City, Banque des Territoires. Karine est déjà là. Constance Nebula, conseillère déléguée à l'économie numérique, à l'innovation et conseillère communautaire à Angers. Jacques Auberti, président du SICOVAL et maire d'Aigues-Vives, et Francky Trichet, adjoint au maire et conseiller métropolitain de Nantes Métropole. Nous avons une parité parfaite dans cette table ronde, j'en suis relativement fière, donc je vous propose d'alterner. Merci à tous d'être présents. Donc une plénière d'ouverture sous le signe effectivement d'une transition numérique et également d'une transition d'un mandat à l'autre, hein, puisque là un mandat s'achève et un nouveau démarre. Peut-être un tout petit mot de rappel, parce que le temps a passé vite et certains points ont été oubliés. Ces dernières 6 années, un certain nombre de choses sont arrivées néanmoins. Et notamment, je me souviens des interconnectés, le forum de 2014. Voilà, on se disait finalement, est-ce que c'est le premier mandat numérique? Est-ce qu'on va avoir des élus au numérique? Est-ce qu'on va avoir des compétences numériques dans les collectivités? Et on était très heureux de se dire, oui, ça y est, il y a des vice-présidents au numérique. On a cette thématique qui émerge dans nos territoires. C'était aussi un mandat sur lequel sont arrivés les Smart Cities. C'était vraiment le moment de la découverte et des premières réalisations en termes de mobilité, de smart grid, beaucoup d'enthousiasme et d'expérimentation à ce moment-là. Pour mémoire, juste avant, c'était créé Talab, 2013, c'était vraiment juste avant. On commençait à parler d'administrateur général de données, personne ne savait trop bien ce que c'était. Et puis, petit à petit, en 2016, Axel Lemaire avait lancé donc, la loi sur une république numérique dont tout le monde se souvient et qui a marqué le début de cette grande transformation avec la découverte de l'open data, la découverte des algorithmes, la découverte de cette transparence.
En 2017, le programme Action publique 2022 a été lancé également, proposant une dématérialisation à l'horizon très rapide. On y est maintenant dans 2 ans de l'ensemble des services. Et puis, un peu plus loin, à Toronto, un projet commençait à naître avec Google, d'un quartier de ville qui serait piloté peut-être avec Google, par du privé, avec de l'utilisation des données. À l'époque, on ne savait pas trop bien ce que ça allait donner, mais on commençait à se dire que peut-être il y aurait des petites frictions. On a vu qu'effectivement, il y a eu des discussions et que c'est toujours un point de discussion. Et puis 2018, le règlement général de protection des données vous a tous embarqués dans une obligation légale ferme avec des conséquences financières lourdes. Et là, la data est revenue très fort sur les dossiers de toutes les communes et de toutes les intercommunalités. Et enfin, 2018, et on va beaucoup en parler aujourd'hui, s'est lancée également la stratégie pour un numérique inclusif qui est venue montrer ce cheminement finalement qu'on va retracer tous ensemble et qui est un peu le signe de ce passage probablement, on en parlait tout à l'heure, entre la technologie à un moment une technologie au service d'eux, peut-être de plus en plus, et avec l'émergence aussi de cette prise de conscience politique et la mise en place de la commission des élus dont tu parlais, Karine, est très importante, parce que ça a été aussi la volonté des associations fondatrices ADCF France Urbaine de dire le numérique n'est plus une question technologique, c'est une question politique. Et je pense que c'est ce qu'on va discuter tout au long de cette table ronde. Merci à tous d'être présents. Peut-être pour ouvrir ces débats, Constance Nebula, vous êtes conseillère déléguée à l'économie numérique et à l'innovation, conseillère communautaire à Angers. Quand on a échangé sur la préparation de cette table ronde, vous m'avez partagé effectivement cette idée qu'il y avait une évolution importante des enjeux du numérique au cours du mandat. Est-ce que vous voulez bien nous dire comment vous ressentez les choses et comment ça se vit à Angers ? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis élue à Angers et pour commencer par une anecdote, parce que vous l'avez évoqué au début de l'intervention, en 2014, on se regardait un petit peu entre élus du numérique en se disant qu'on était peut-être les débutants ou les pionniers de quelque chose, puisque ça veut dire qu'il y a eu des maires qui ont fait le choix d'inscrire le numérique dès 2014 comme une délégation municipale à part entière et même à l'échelle d'autres intercommunalités. Et pour ma part, pour le cas angevin, il n'y avait pas d'élus au numérique avant moi. Donc quand je suis arrivée, entre guillemets, il y avait tout à faire. Et on partait pour certains sujets de loin. Mais en tout cas, les acteurs avaient enfin, entre guillemets, une porte d'entrée politique. Et je me souviens d'ailleurs, effectivement, des interconnectés en 2014. Je dirais que les sujets qu'on évoque aujourd'hui ne sont plus les mêmes que ceux de 2014. Ils ont évolué et nos mandats d'élus en charge du numérique ont évolué. Effectivement, quand il y a eu cette question de la table ronde, vous m'avez dit, mais votre mandat qui vient de s'écouler, entre guillemets, si on veut faire la comparaison entre ce qui serait éventuellement à venir et ce qui vient de se dérouler, quelle serait la différence ? Je dirais que les 6 ans qu'on vient de passer, pour moi, elles ont été relativement centrées sur des sujets techniques, des sujets d'outils, des sujets de développement, et qu'on est peut-être amené dans ce mandat suivant, en tout cas au niveau municipal, à parler peut-être plus d'usage, de comportement, de besoins, et surtout finalement de la place des habitants liés au numérique qui, il y a 6 ans, ne venaient pas spontanément nous voir pour parler de ces sujets. Pendant ces 6 ans, on a parlé de développement du très haut débit. C'était une vraie problématique il y a 6 ans. Aujourd'hui, je dirais que les choses sont en voie de finalisation, on va être optimiste. C'était le déploiement pour certains aussi de Wi-Fi accessible, gratuit dans nos communes. C'était le développement de services dématérialisés. Aujourd'hui, on est dans des dynamiques beaucoup plus fortes, mais ça fait un certain nombre d'années que les collectivités sont très avancées en la matière. C'était la sortie, pour certains, d'applications mobiles municipales pour être au plus près des citoyens. C'était la volonté de sortir des guichets uniques, par exemple, pour les services dématérialisés, ou même d'aller sur des sujets comme les civic tech avec des plateformes de concertation. Donc moi, j'ai vraiment vécu ce mandat comme, je dirais, une phase de développement d'outils, de mise à disposition d'outils pour les habitants, de sensibilisation aussi pour nos collègues, pour les autres élus qui ne sont pas délégués au numérique, pour nos maires
aussi, qui n'ont pas forcément cette idée ou cette fibre dès le départ. Et donc une fois qu'on a dit tout ça, il y avait aussi le sujet de la French Tech, qui était un vrai sujet il y a 6 ans. À Angers, nous avons été labellisés en 2015, donc forcément la collectivité, elle accompagne au début les dynamiques French Tech. Il faut créer l'écosystème, il faut l'accompagner sur les premières années. Je dirais qu'aujourd'hui c'est un sujet, je ne vais pas dire qu'il est derrière nous, mais l'écosystème il vit de lui-même et il a trouvé sa gouvernance. Il y a aussi le sujet des lieux. Il y a 6 ans, c'était l'évocation des tiers-lieux, des Fab Labs, des espaces de coworking. Pour Angers, c'était l'ouverture en 2015 de la Cité de l'Objet Connecté par le Président de la République. Aujourd'hui, encore une fois, ce sont des choses qui maintenant vivent d'elles-mêmes, ont trouvé leur modèle et qui ont trouvé preneur en termes de cibles et qui vivent et participent à nos écosystèmes. Donc le mandat, pour moi, qui arrive, si jamais, pour ceux qui sont candidats en tout cas aux prochaines élections et si les électeurs nous font confiance dans nos communes, il va être plus centré sur l'usage et sur la place de l'habitant et notamment sur plusieurs principes, d'essayer d'avoir un numérique qui soit responsable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est remonté, qui devient une préoccupation des habitants. Alors responsable, ça peut être l'aspect environnemental du numérique, l'impact qu'ont les technologies, nos comportements, comment la collectivité peut être exemplaire. C'est le numérique inclusif. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. J'ai le plaisir effectivement de faire partie de la sous-commission de la commission numérique, mais sur l'inclusion. Et je suis très contente du manifeste qu'on a réussi à produire après plusieurs mois d'échanges nourris, je dirais. Il y a aussi, pour moi, pour le mandat qui éventuellement arrive, c'est un numérique qui soit éthique, alors à la fois sur le sujet de la donnée, ça c'est des préoccupations aussi des habitants de plus en plus, sur le sujet de la citoyenneté, comment est-ce que grâce au numérique on arrive à intégrer ça dans le mix démocratique pour essayer de faire participer nos habitants à la vie de la commune. C'est la transparence, c'est la concertation. Et tout ça sont des sujets que je trouve assez nouveaux, ou en tout cas qui ont peut-être 1 an, 2 ans, et qui font que je vois le mandat qui arrive résolument différent de celui qui vient de s'achever sur la thématique numérique. Et je terminerai avec un exemple qui est plus sous forme d'anecdote. Ma délégation, comme vous le voyez sur la slide, c'est économie numérique. Il ne serait plus aujourd'hui question de parler d'économie numérique, c'est un terme qu'on utilise assez peu, parce que l'économie numérique étant devenue l'économie traditionnelle, on parlerait plus peut-être demain de transition numérique, et je pense que c'est vers ça que l'on va se tourner. Merci beaucoup de ce retour sur le vécu de ce mandat, qui était un premier mandat en plus au niveau de la commune et de l'intercommunalité, et qui, je crois, parle à beaucoup. J'en ai vu pas mal dans la salle hocher la tête. Je pense que beaucoup s'y retrouvent. Karine Deniensoz, tu es donc présidente des Interconnectés, mais aussi vice-présidente de la métropole du Grand Lyon. Est-ce que vous avez perçu de la même manière cette évolution des priorités au sein de la métropole, et quels sont pour toi les grands axes aussi d'évolution? En 2014, beaucoup d'enthousiasme. Nous avons vu dans cette vague numérique l'opportunité d'innovation, de solutions qui étaient quelque part à portée de main, sans nier les difficultés évidemment qui pouvaient être liées à ça, c'est-à-dire évangéliser, effectivement transformer des métiers. Et finalement, nous n'avons pas eu, à l'échelle de la métropole de Lyon, une si grande difficulté pour placer le numérique au cœur de notre transformation urbaine. Ça s'est traduit en effet par cette démarche métropole intelligente qui était déjà, sur lequel nous avions déjà posé des vrais fondements dans une période d'accélération sur des grands projets Smart Grid, comme Céline, tu l'as évoqué, sur la mobilité, des choses finalement, des projets assez techniques sur des consortiums d'acteurs qui savaient faire la ville, dont c'était aussi quelque part le métier. Et puis il s'est passé un certain nombre de choses où on a ressenti déjà un premier coup d'arrêt, je dirais, le RGPD, oui, cette façon de prendre conscience que les données que nous fournissions
à des grands opérateurs mondiaux pouvait servir en effet à quelque chose. Cette conscience qu'à l'échelle des territoires, nous avions aussi des données publiques sur lesquelles nous devions bâtir quelque chose. Et là non plus, nous n'avons pas eu une grande difficulté à nous organiser avec une équipe dédiée en la matière, une plateforme Grand Lyon Data qui s'est mis en place, mais aussi, presque parallèlement à ça, le constat de cette fracture, des chiffres qui se sont mis à parler très fortement. Et sur le terrain, on a nous-mêmes ressenti des freins. On avait été à l'époque le site pilote sur le déploiement Linky avant le déploiement à l'échelle nationale. Ça nous a rattrapé on a été rattrapé de plein fouet par ça. Nous avons aussi rencontré une vraie difficulté en dépit d'une approche globale très bien construite sur cette transformation de la ville par le numérique, une difficulté à faire comprendre la valeur d'usage que nous produisions dans cette transformation à l'échelle de l'habitant. C'est-à-dire qu'autant nous arrivions à parler de projet à projet, très bien expliquer ce que nous faisions lorsque nous bâtissons un nouveau bâtiment à énergie positive, une flotte de voitures en autopartage, etc. Mais globalement, comment est-ce que ça change réellement la vie des gens? Et puis, il y a eu aussi ces initiatives de modernisation de l'action publique, avec des services publics que nous avons voulu mettre à disposition autrement, où là, de la même manière, nous nous sommes confrontés à ces difficultés. Un programme comme Mes Infos, qui a pareil fait naître cette conscience d'une vraie préoccupation ou des angoisses au regard des données. Et puis, parallèlement également, nous sommes devenus métropole de Lyon, c'est-à-dire que nous avons pris à pleine main ces compétences sociales qui, de la même manière, nous ont mis en très grande proximité avec des citoyens qui doivent accéder à leurs droits sociaux mais ne savent pas comment faire, qui sont en insertion, etc. Donc toutes ces difficultés-là. Et ça a complètement changé notre feuille de route. Et c'est là que nous avons lancé une grande étude territoriale sur comment intégrer déjà dans notre démarche métropole intelligente les quartiers en politique de la ville. Comment est-ce que nous pouvions aborder cette question avec des diagnostics au peigne fin sur certains quartiers, cette capacité à recréer des réseaux d'acteurs qui sont existants mais qui sont quand même d'une autre nature, et puis identifier les besoins alors en termes de formation, d'entrepreneuriat, qui finalement sont assez similaires, et c'est à partir de là qu'on a pu commencer à travailler un schéma métropolitain d'inclusion. Mais nous ne sommes qu'au début des grandes difficultés. Et sur la question des données, là aujourd'hui, nous avons pris de plein pied ce rôle de tiers de confiance qui est extrêmement important pour pouvoir avancer sur la question. Et nous butons à nouveau sur un sujet qui est celle des données d'intérêt général et que nous aimerions absolument résoudre. Qu'est-ce qui peut être de l'ordre de l'intérêt général en tant que données ou en tant que projet ? Je pense que c'est un enjeu qui est face à nous et qui est essentiel sur les quelques mois à venir. Merci beaucoup. Effectivement, ce point de la donnée d'intérêt général, la souveraineté des données sont des questions qui ont aussi émergé avec la prise de maturité des territoires et l'avancée des pratiques. Francky Trichet, tu es adjoint au maire et conseiller métropolitain de Nantes Métropole. Vous avez vous aussi fait un parcours très ancien sur ces questions des données, parce que vous aviez fait partie, notamment avec le département, la région, des tout premiers à vous y intéresser. Et vous avez produit récemment une charte territoriale de la donnée. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, peut-être, en écho à ce qui vient d'être dit, comment ça symbolise aussi cette évolution et cette maturation, cette fois-ci avec les écosystèmes également? Karine a bien posé, en fait, elle a dit un terme qui me plaît bien, c'est l'angoisse de la donnée. Et je pense tout à chacun, on est en responsabilité dans les territoires, on est confronté aux citoyens qui, de façon très paradoxale, ont une certaine angoisse par rapport à la donnée. Et on l'a bien vu en évolution constante depuis ce mandat, où en fait la donnée devient presque une rupture. En fait, les gens, ils ont peur avec une approche très pessimiste de la donnée. Alors évidemment, il y a tout un tas de faits, d'actualités qui nous font dire qu'il y a peut-être un risque. Mais je pense qu'aujourd'hui, la loi est tombée, qui est la loi européenne, la loi française, qui permet de définir un cadre, mais effectivement, on n'est pas peut-être suffisant pour quelque part définir un cadre de régulation de la donnée. N'ayons pas peur de ce terme qui va permettre de mettre en confiance
en tout cas, toutes les politiques publiques qu'on peut mettre en avant et tous les services, qu'ils soient technologiques ou pas, pour rendre la ville plus facile, la ville plus vivante. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette rupture de la donnée, qui viendrait peut-être se compléter ou s'agréger à une fracture du numérique qu'on connaît jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas pour cette rupture de la donnée. Donc on doit avoir une vision plutôt optimiste et définir des cadres qui vont permettre justement de rassurer le tout à chacun. On voit bien ce matin encore avec la CNIL, en lien avec Linky et Gaspard, on voit bien que des articles comme ça, quand ça tombe dans la presse, de fait, ça ne va pas quelque part dans le bon sens pour rassurer comme on le dit. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des territoires? On peut effectivement fédérer un écosystème autour de la donnée pour dire qu'on est capable quelque part de montrer que sur les territoires, il y a des forces qui vont s'emparer de ces sujets-là et puis surtout poser, on va dire, des valeurs sur les différents services qu'on peut développer autour de la donnée. Donc nous, on a mis une démarche très collaborative, dynamique, avec un ensemble d'acteurs, que ce soit les scientifiques très en amont qui vont travailler sur les algorithmes de demain sur la donnée, en passant par les gens qui développent les services, qui vont les utiliser, les intégrer, et en passant par des collectifs de citoyens qui, justement, régulièrement, vont parfois nous titiller dans notre quotidien sur attention, sur telle expérimentation, sur tel service, on est en droit de se poser des questions. Donc ce collectif, il faut d'abord le fédérer. C'est pas facile, ça ne se décrète pas. Il faut le fédérer et on ne peut pas le fédérer ex nihilo. Et nous, on a défini un objet qu'on a appelé effectivement une charte métropolitaine de la donnée qui va poser des valeurs dans lesquelles tout à chacun s'engage à respecter ces valeurs-là dans le cadre effectivement des activités qui sont les leurs. Ces valeurs, elles sont assez simples, principe d'éthique, principe de transparence sur l'utilisation d'intelligence artificielle. On a été une des premières métropoles d'ailleurs à voter ce principe-là aussi au Conseil métropolitain sur la non-utilisation d'une intelligence d'un processus, on va dire, d'un algorithme automatique intelligence artificielle pour la prise de décision individuelle. Ce qui est quand même assez on va dire, très précis sur ce sujet-là. Par exemple, on s'interdit à Nantes d'utiliser une intelligence artificielle qui calculerait automatiquement la tarification sociale de l'eau, alors que peut-être que... Moi, je suis chercheur en intelligence artificielle à la base. Peut-être qu'on a des algorithmes qui permettraient justement d'avoir des résultats plutôt efficients, mais après, l'idée, c'est de ne pas automatiser les processus. Ensuite, juste pour interrompre là-dessus, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il faut que le politique reste arbitre et qu'on n'ait pas d'automatisation des aides et des... Oui, c'est-à-dire qu'on ne se refuse pas l'utilisation d'intelligence artificielle, au contraire, pour des outils d'aide à la décision. Par contre, bien évidemment, on reste régulateur jusqu'au bout de l'intégration ou pas dans nos systèmes d'information et donc cette prise de décision automatique. Le deuxième élément, je crois, c'est sur le donné, enfin sur la valeur de... Pourquoi ce manifeste et cette charte associée, elle a un poids, c'est qu'elle entraîne aussi, on va dire, tous les services en interne et elle entraîne de façon plus loin, elle donne un cap sur dans quel cadre on va développer des services autour de la donnée. Et ça, c'est important. Et on voit bien la transformation des services, qu'ils soient au niveau de l'État, qu'ils soient au niveau des collectivités, quel que soit en ruralité ou d'un point de vue plus urbain. On voit bien qu'on a besoin d'un entraînement et d'un cap sur la donnée, comment on la traite. On a besoin de former, évidemment, parce qu'on est quand même un peu pénurie au niveau en France pour trouver des gens qui soient spécialistes de la donnée, mais pas spécialistes technologiques, c'est justement plutôt des gens qui sont capables d'appréhender ce qu'est aujourd'hui la culture donnée et d'être à part, d'aller décimer, ou en tout cas faire en sorte de développer des services. Moi, juste, je pense qu'on a une vraie chance, par contre. Déjà, on a au niveau de l'État, des PIA qui se développent, qui sont très positifs. Aujourd'hui, je prends des exemples sur comment on a de la labellisation data center, ça c'est quelque chose de très bien. Sur les mésocentres, sur le centre de calcul, il ne faut pas oublier. Donc on a des démarches étatiques qui vont dans le bon sens. Et c'est tant mieux pour financer justement dans les régions, dans les territoires, l'infrastructure pour justement avoir cette culture data. Maintenant, je pense que ce qui manque, à mon avis, si je peux me permettre de suggérer peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est d'identifier des grands chantiers très précis dans les territoires, une dizaine, une vingtaine, dans lesquels on pourrait, dans chacun des territoires, avoir un vrai territoire d'expérimentation ou d'incubation de projets qui met le data IA au service justement des politiques publiques. Donc moi j'appelle cet appel, enfin je lance cet appel où on pourrait, tout à chacun, par exemple, je prends un exemple à Nantes, on a travaillé sur le gaspillage dans les cantines. Aujourd'hui, on a 115 écoles. Tous les matins, les familles, elles peuvent jusqu'à 10h dire « mon enfant il vient manger ou pas à la cantine ». Donc forcément, il faut un peu de prévision. Et on voit qu'on a une petite marge entre 5 et 15 points justement de gaspillage. Ce n'est pas du vrai gaspillage parce qu'effectivement, il y a des circuits courts qui se mettent en place. Ceci étant, on a fait un travail justement de collecte de la donnée de ces 10 dernières années qu'on corrobore avec les périodes de grève, avec la météo, pour essayer justement d'avoir un algorithme d'IA qui fait de la prédiction au plus juste pour justement éviter ce gaspillage alimentaire. Ces sujets-là, on les a tous dans nos territoires, qu'on soit à Angers, qu'on soit à Brest. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse identifier par un appel à manifestation d'intérêt sur des problématiques très claires dans lesquelles la donnée serait disponible potentiellement et sur lesquelles on va aller chercher de l'expertise pour voir si
l'intelligence artificielle, ou quelle que soit d'ailleurs ou pas, corrélée avec ces données-là, puisse mettre en place des solutions efficaces et dans lesquelles on aurait cette espèce de pot commun qui viendrait par la suite sur une dizaine de projets. L'État a lancé ce dispositif-là au niveau étatique, mais les sujets sont trop larges et pas suffisamment impactants pour avoir justement un dénominateur commun dans tous les territoires. Le deuxième sujet, je pense, qui est intéressant, et Karine l'a évoqué au niveau des licences. Aujourd'hui, il y a différents types de licences. Je sais que Lyon aussi fait sur démarche dans ce cadre-là, et je pense que moi je trouve cette trajectoire plutôt favorable, donc on l'étudie de très près aussi à Nantes. Je pense qu'aujourd'hui, on a un travail à faire avec les grands opérateurs à l'international sur lesquels, collectivement, on n'arrive pas individuellement à y aller. Je prends l'exemple de Waze, par exemple. Aujourd'hui, on a du mal à aller travailler avec eux pour quelque part se dire comment on peut mieux travailler avec vous à l'échelle des territoires. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, tous ensemble, parce que justement, cette donnée d'intérêt général que j'appelle, nous, dans la charte, la donnée d'intérêt territorial, elle impacte fortement nos politiques publiques. Aujourd'hui, à l'échelle de Nantes Métropole, on ne peut pas imaginer d'avoir quelque part un aménagement du territoire suffisamment, on va dire, précis, efficient, si on n'a pas ces données-là. On voit bien que, et je vous parle de Waze et je parle d'Airbnb aussi, l'aménagement, effectivement, où est-ce qu'on met à un moment donné un arrêt de bus? Si on n'a pas les données des trafics aujourd'hui Airbnb qui sortent de notre champ de données qu'on a habituellement avec l'ensemble des acteurs du tourisme, on ne peut pas planifier et construire la ville, on va dire, de façon subtile. Donc il nous faut absolument, il faut qu'on soit en capacité de travailler avec ces acteurs-là. Et forcément vient de fait tout de suite la notion des licences. Quel type de licence à mettre en place? Je pense qu'on a un travail collectif à mener sur ce terrain-là, et encore une fois avec l'écoute des territoires, qu'ils soient ruraux et urbains. Et le troisième élément, juste pour terminer sur la donnée et sur le numérique de façon globale, j'en appelle effectivement le ministre, il faut qu'on fasse un plan Marshall sur les compétences, vraiment, vraiment et vraiment. Parce qu'on souffre tous, et je vous regarde tous de regard, d'avoir des compétences dans le numérique, qu'elles soient techniques, mais pas que. Qu'elles soient aussi pour surtout ceux qui ont la culture numérique très 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 large, des sciences humaines aux sciences sociales, qui vont être capables justement d'accompagner cette transformation et transition. Ce plan Marshall, je l'appelle de mes voeux, il ne faut pas que ça soit juste le public, il faut savoir sur une logique publique-privée, et il faut vraiment qu'on se dise comment dans 10 ans, maintenant, un peu comme le climat, on ne loupe pas cette transformation. Effectivement, la France a des atouts, il faut qu'elle les garde, mais pas que dans les laboratoires. Et vraiment, on a tous besoin de bras et de doigts pour faire cette transformation du numérique, en tout cas de façon très positive. Merci Francky de tes propositions et de tes suggestions, effectivement, qui font écho à beaucoup de remontées de terrain qu'on a tout au long de l'année. Pour poursuivre les échanges, il y a une autre particularité de ces dernières années, ça a été l'émergence aussi peut-être d'une résurgence d'une difficulté à concilier les intérêts des grands territoires, des territoires moyens et des petites collectivités, avec évidemment ce qu'on a connu sur les manifestations, les gilets jaunes, toute cette affirmation finalement d'un malaise de toute une partie de la population. On en a parlé un petit peu ce matin sur comment on peut se sentir délaissé à partir du moment où on est à une demi-heure du premier service, quel qu'il soit. C'est des choses qui sont apparues et qui ont recréé d'une certaine manière l'idée peut-être d'une nouvelle fracture. Alors évidemment, aux interconnectés avec la DCF et France Urbaine, vient s'opposer à ça la notion d'alliance des territoires et l'envie que les territoires puissent être preneurs d'une initiative qui vienne compenser ça et dire que tout le monde est uni sur ces difficultés-là. Néanmoins, je voudrais qu'on fasse quand même un zoom sur les difficultés différentes ou les perceptions différentes qui sont aussi une réalité territoriale. Dire que tout le monde vivrait la même chose serait une erreur également. Et c'est pour ça que j'aimerais venir vers Jeanne Carès de Bock. Vous êtes responsable du programme Smart City, la Banque des Territoires. Et il se trouve que la Banque des Territoires est évidemment à l'écoute de cette évolution. Et notamment, vous êtes très investi aux côtés des collectivités sur les enjeux des Smart Cities dont vous pilotez le programme, mais avec un prisme particulier sur les villes moyennes notamment, et notamment sur l'action Cœur de Ville que vous pilotez. Et après quelques mois, quelques années de mise en route quelques mois, c'est plutôt quelques mois, de ce programme, est-ce que vous pouvez partager les constats que vous faites aujourd'hui sur ce qui se passe sur cet échelon territorial ? Bonjour à tous. Donc,
quand l'État a lancé le programme Action Cœur de Ville, qui est un accompagnement de 222 villes moyennes en France à la redynamisation de la ville, la Banque des Territoires a fait le choix d'accompagner ce programme, d'être partenaire de ce programme et de mobiliser en fait 50 millions d'euros d'ingénierie pour accompagner ces territoires à l'innovation. On avait 100 millions d'euros d'ingénierie, on a décidé d'en dédier la moitié pour accompagner ces 222 villes à innover, à développer des solutions numériques ou pas, tant qu'elles innovent, et sur des sujets également de Smart City. Alors comment on fait? On les accompagne, on cofinance des expérimentations, on cofinance des études, mais on finance aussi, en fait, on fournit gratuitement aux collectivités des petites missions de conseil par des cabinets de conseil d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de jours hommes. Et donc, ce que je voulais ici, donc tout ça, ça correspond à, en fait, une de nos convictions, c'est que la Smart City n'est pas réservée qu'aux métropoles. Et ce que je voulais ici, c'est partager un peu ce qu'on voit depuis 1 an et demi qu'on a mis en place ce programme, ce qu'on a vu. Alors, je partage modestement, puisque je ne travaille pas moi-même dans une collectivité, mais je voulais... donc, on a accompagné une 60aine de villes aujourd'hui sur ces sujets. Et donc, ce qu'on a vu dès le début, on a vu que dans les conventions qu'on signait avec ces territoires, 75% avaient déjà des projets innovants dans les tuyaux. On voit que certaines villes se sont saisies des sujets de Smart City par un biais pour développer l'attractivité de la ville, pour fournir de meilleurs services aux usagers. Et on voit aussi en fait que beaucoup de villes utilisent le numérique pour répondre à certains enjeux thématiques. Donc certaines d'entre eux sur le sujet par la mobilité et le stationnement, d'autres par comment je dynamise le centre-ville par le numérique. Donc vraiment une entrée thématique. Donc globalement, ce qu'on a vu, c'est que cette approche du numérique, on dit souvent le numérique n'est qu'un outil, on voit que dans ces collectivités, ces collectivités le perçoivent vraiment comme outil au service de leur politique publique. Ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus de grandes entreprises et de start-up proposent des solutions à ces territoires. Au début, on pensait que ces territoires qu'on n'offrirait pas de solution à ces territoires. Et en fait, aujourd'hui, ces territoires se retrouvent plutôt face à une suroffre et ont du mal à choisir parmi tout ce qu'on leur propose. Nous, à la Banque des Territoires, on a mis en place un annuaire des entreprises de la Smart City, par exemple, pour les aider à s'y retrouver. Pour autant, beaucoup de villes nous font état, donc quand on les accompagne, d'un certain nombre de difficultés. Et la première, c'est le manque de compétences, le manque de ressources en interne. Et beaucoup nous disent, en fait, on ne sait pas comment prendre le sujet, on ne sait pas par où commencer. On constate aussi, et ça a été un peu un point d'étonnement pour nous, dans quasiment chaque mission, on a des sujets de gouvernance. Entre des gouvernances internes. Quelle est la place de la DSI dans les projets? Est-ce que la DSI est suffisamment présente dans les projets? Est-ce que d'autres services sont suffisamment impliqués? Gouvernance externe, le lien ville-agglo, le lien ville-délégataire, l'appui de la ville sur son écosystème. C'est des sujets qui reviennent beaucoup. La data, on en a parlé pour les métropoles, donc pour les villes moyennes. La data, c'est un sujet ultra complexe toujours. Les villes ne savent vraiment pas comment prendre le sujet. Et nous, en fait, aucune mission, aucune demande ne nous est remontée. Aujourd'hui, aucune ville ne nous a dit « accompagnez-nous sur ce sujet ». Donc on va chercher, nous, les territoires, on leur propose pour les accompagner sur ce sujet. Alors il y en a beaucoup qui s'en préoccupent. Et l'entrée aujourd'hui, ce qu'on a remarqué nous, c'est que c'est aussi beaucoup une entrée par cas d'usage. Donc les collectivités qu'on voit vont utiliser la data pour un cas d'usage. C'est une façon d'y arriver, donc liée à des compétences sectorielles, mais même comme ça, en fait, c'est souvent compliqué. Nous, on a des villes qui nous ont indiqué qu'elles avaient pas mal de données, qu'elles en avaient acheté aussi, mais qu'en fait, elles ne savaient pas comment les utiliser. Un exemple, par exemple, on les accompagne sur des missions. En fait, on accompagne sur tout type de sujets, parfois un peu global, et puis parfois la participation citoyenne, le stationnement. Et le stationnement illustre bien tous ces freins que j'ai cités. Quand on mène une mission sur une collectivité qui veut développer une politique de stationnement intelligente, l'articulation avec, quand on travaille avec la ville qui a la compétence stationnement, l'articulation avec l'agglo se pose. Les données sont souvent chez le délégataire, donc la ville doit les récupérer. Quel est le rôle respectif du DSI, du responsable voirie, etc. D'accord, donc on voit un constat un peu de prise de conscience de cette nouvelle manière de fonctionner, que la donnée c'est important, mais on ne sait pas trop comment la faire circuler et se l'approprier finalement.
Et on le voit de plus en plus, on en parlait et on en reparlera tout à l'heure, c'est aussi un moyen de piloter la collectivité dans son intégralité avec la dématérialisation des services, c'est aussi cet angle-là. Alors les défis que vous identifiez pour le mandat qui vient alors sans être exhaustive, hein, parce que vous en avez cité certains, hein, la gestion des services aux citoyens, l'usage citoyen, mais sur la data, donc on sait que c'est un vrai défi pour que les collectivités utilisent la data pour piloter leur politique publique, mais aussi pour bien connaître leur territoire et pour garder la main sur le pilotage des choses qui sont faites, des services qui sont opérés par d'autres entreprises. Alors nous, la Banque des Territoires, modestement, la façon dont on a décidé d'y aller, c'est plutôt à petits pas. En essayant d'accompagner sur des cas concrets, l'attractivité du centre-ville, la mobilité. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt avec Open Data France. Il y aura un atelier demain sur ce sujet. Et 10 villes ont candidaté. On a identifié 2 cas d'usage qu'on essaiera de partager ensuite, qui sont la mobilité et l'attractivité. Le sujet, vous en avez parlé, de mettre l'innovation au service de la transition énergétique et écologique. Et donc ça, nous aussi, on essaie de lancer des accompagnements sur ce sujet, sachant qu'aujourd'hui, chez nous, à la Banque des Territoires, le sujet numérique est assez séparé du sujet transition énergétique. Donc comment on va essayer de faire vraiment que les deux travaillent ensemble. Le défi, c'est aussi de la place du citoyen, hein. La place du citoyen, on voit bien que les civic tech ont vraiment réussi à renouveler les démarches de participation citoyenne, à condition qu'elles soient justement inscrites dans des démarches globales. Et un dernier sujet, vous en parliez, des grandes entreprises du numérique, les villes moyennes aussi, elles ont aussi parce que je parlais toujours des villes moyennes, hein, elles ont aussi ce souci. On sait que Deliveroo est arrivé à Blois, donc des vraies opportunités de services pour les habitants. Airbnb développe le tourisme dans les territoires, mais les collectivités peuvent aussi perdre des éléments de connaissance de leur territoire. On en a une qui nous a demandé d'aller compter à la main les logements qui étaient de leur ville disponibles sur Airbnb. Est-ce qu'une entreprise de type Deliveroo peut devenir une menace pour la fréquentation du centre-ville? Donc tous ces défis nécessitent de vraies évolutions dans les process, les organisations des collectivités. Et pour nous, Banque des Territoires, le prochain défi, ça va être aussi d'accompagner sur ces sujets-là les territoires ruraux. Merci beaucoup de ce retour complet effectivement de ces enjeux. On retrouve là aussi des points communs entre les différents échelons. Vous venez de citer le cas des territoires ruraux. Alors évidemment, je cède la parole immédiatement à Jeanne Billard, maire de Lefebvre-Ville, qui représente aussi l'Association des maires ruraux de France. On se retrouve, nous, assez souvent dans le cadre des structures de concertation avec l'État, où on est dans le tour de table, notamment dans le cadre du programme DECANT, qui est le programme de concertation du numérique territorial. Merci pour le coup de main. Et je pense que c'est important d'avoir aussi la voix effectivement des territoires ruraux sur le sujet. Peut-être avant d'aller là-dessus, en quoi, selon toi, il est important de co-construire une feuille de route État collectivité sur nos sujets numériques? Alors d'abord, la première chose, c'est qu'à partir du moment où on a un gouvernement qui décide de faire de la totale dématérialisation sur la totalité du territoire, à un moment donné, il faut se poser la question de la place de la commune et de la mairie. La première question d'ailleurs à se poser, et c'est un des plus gros chantiers en tant que vice-président des maires ruraux que je traite, c'est le problème du réseau, que ce soit le fibre ou que ce soit le réseau. Donc ça, parce que sans réseau, il n'y a pas d'usage. Donc c'est ça que ça a changé, et le rapport entre les collectivités et les nôtres et l'État, c'est bien de veiller à ce que tout le monde puisse accéder aux services dès lors qu'on n'a que des services dématérialisés à terme. Et donc, à partir de ce moment-là, on avait aussi la question de se poser si demain tout est dématérialisé, tous les services publics, ça veut dire que finalement je vais sur une plateforme unique, je fais mes démarches et quid des mairies dans le schéma. Or, on sait qu'aujourd'hui, on a entre 16 et 13 millions d'habitants qui sont exclus. Et le meilleur endroit qui existe dans notre pays, qui est une invention géniale depuis 200 ans, pour accompagner les concitoyens dans les services publics, c'est la mairie. Donc on a inventé ce truc-là, qui marche très bien. Et donc, mais il ne faut pas opposer les deux. Ça veut dire qu'il y a aussi une opportunité d'apporter d'autres services. Mais il y a ceux à qui on va pouvoir apporter du service numérique. Et comment on le fait? Parce que finalement, par rapport à tout ce que j'entends,
il n'y a pas de différence entre une commune rurale et une commune urbaine. Le concitoyen, aujourd'hui, c'est le même. Hein. Qu'on habite à la ville ou à la campagne, on est complètement identique. Donc, il n'y a pas de différence à faire, sauf qu'on est plus éloigné. Donc, il y a cette notion de proximité qui est importante. Et il y a cette question aussi d'accompagnement. Donc, dans nos communes rurales aussi, il y a des personnes à accompagner. Donc c'est pour ça qu'il y a des échanges qu'on doit avoir avec l'État. À partir du moment où il prend une décision qui est, on va dire, du XXIe siècle et qui n'est pas illogique, il faut juste faire attention à ne pas nous oublier parce qu'on est loin. Non pas parce qu'on est différent, mais parce qu'on est loin ou parce qu'on pourrait croire qu'on a moins de besoins. Donc voilà le schéma qui est posé. Et puis ça a amené aussi une dernière chose aussi qui est plus compliquée. C'est qu'il y a la place de l'intercommunalité dans tout ce schéma-là. Donc il faut aussi réfléchir à une organisation qui permette à chaque concitoyen d'accéder à tous les services. Je m'explique. L'intercommunalité, on a transféré des compétences en disant que c'était l'interco qui le portait pour plus de facilité, pour mutualiser, etc. C'est très bien. La question se pose, c'est le concitoyen, lui, est-ce qu'il sait vraiment ce que c'est qu'une intercommunalité? C'est non. Donc comment je fais demain pour mettre à sa disposition des services intercommunaux au plus proche de lui? Donc je les intègre, la solution c'est je les intègre à l'intérieur d'une plateforme de la mairie numérique qui permet lui d'avoir un seul guichet unique communal qui est la mairie et il va accéder à tous les services. Peu importe après dans le back-office ou dans la prestation de service où elle est faite, lui ce qui lui importe, nous on est beaucoup sur l'usage, c'est-à-dire beaucoup, en tout cas moi c'est ma vision, je ne suis pas du tout technicien, ce qui m'importe c'est le service aux concitoyens. Il y a peut-être une chose qui est plus prégnante chez les élus ruraux, c'est cette proximité humaine de fait de la taille de la commune et de la façon dont on est réparti. Et donc c'est ça qu'il faut garder, c'est ce lien. Et ça, ce lien-là, on peut aussi le faire en numérique. Il y a beaucoup de collègues qui ne sont pas d'accord avec ça, mais le numérique crée aussi du lien, même dans une commune rurale. Ça, j'ai plein d'exemples, mais ça durerait longtemps. Merci beaucoup de ton apport à ces enjeux et on entend effectivement cette articulation possible sur ces points. Alors Jacques Auberty, vous êtes président du SICOVAL et aussi maire d'Aigues-Vives, donc une petite commune. Comment vous percevez sur votre territoire ces attentes des citoyens au sujet numérique et quelle est peut-être la priorité des priorités que vous identifiez aujourd'hui ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais sans doute illustrer ce que donc, le maire vient de dire concernant le choc des territoires, en quelque sorte, au sens du national jusqu'au niveau très, très local. Alors en tant que président d'une communauté d'agglomération qui se situe tout contre la métropole toulousaine de 80 000 habitants, c'est vrai que le numérique a été, il y a 5 ans à peu près, un outil fabuleux de développement économique. Nous avons connu sur la principale commune donc, qui contient la plus grosse zone d'activité, 17 000 emplois sur les 34 000 par rapport aux 80 000 habitants, une croissance énorme, certaines années 9% de croissance de l'emploi. Donc vous le voyez, et donc en tant que président, bien évidemment, j'étais entièrement satisfait. En tant que maire, avec particulièrement il y a 2 ans, le paiement dématérialisé de l'impôt, là, j'étais plus réservé quand effectivement on a commencé à voir poindre dans les secrétariats de mairie des personnes dans l'incompréhension, en disant mais comment je ne peux pas payer par chèque, voilà. Et puis on a vu aussi des absents. On a été le relais de la direction des finances publiques en nous disant mais un tel, est-ce que vous le connaissez, comment ça se fait, etc. Et ça a été réellement la prise de conscience sur la distance en fait, qui nous séparait d'une frange de la population loin d'être négligeable. Alors on parle de 13 millions au national, on est en train d'évaluer au niveau local avec différents outils. Et donc là, on s'est réveillé avec les moyens du bord, bien évidemment, mais en considérant qu'il fallait absolument se saisir de cette problématique, de la prendre à bras-le-corps et de considérer qu'il y avait sans doute des similitudes avec d'autres approches dont nous avons l'habitude au niveau local. Je pense par exemple au plan canicule en disant à un moment il va falloir qu'on détecte sur le territoire celles et ceux qui sont loin du numérique, celles et ceux qui risquent d'ailleurs de perdre des droits. Alors sans qu'il y ait bien évidemment mort d'homme, le parallèle s'arrête à un certain niveau, mais malgré tout,
l'anticipation de certaines détresses qui peuvent être, pour certaines personnes, tellement envahissantes qu'elles se considèrent ensuite comme des exclus, d'où la nécessité d'en faire une cause au niveau du territoire, et je dirais presque aujourd'hui une cause nationale. Considérer que notre rôle d'élu local devait passer par une interpellation, un investissement dans des instances nationales, la DCF, donc, puisque le niveau intercommunal a sans doute une pertinence, tout en ne perdant pas de vue notre rôle de maire. France urbaine, pour d'autres territoires, bien évidemment, les interconnecter, et je remercie Karine, effectivement, d'avoir donné cette place à l'inclusion numérique. Considérer d'ailleurs qu'il y avait aussi un partage d'expériences à réaliser au travers de nos associations d'élus, et donc les deux priorités que je mettrai en évidence, c'est justement lutter contre l'exclusion numérique, et donc favoriser l'inclusion numérique, mais aussi jouer pleinement le partage au niveau national, le partage d'expériences, et faire en sorte qu'il n'y ait sur notre territoire aucune personne laissée pour compte, aucune commune isolée en la matière. Alors, nous avons pu vous présenter, Monsieur le Ministre, un petit panel des préoccupations et des défis qui se posent aux différents échelons de territoire. Avant de passer à la séquence finale sur le sujet de l'inclusion numérique, donc vous avez compris et nous partageons cette priorité commune. Peut-être un premier temps de réaction sur ces attentes que vous avez entendues et peut-être la manière dont l'État s'associe à ces enjeux de problématiques et aux côtés des territoires. Et bonjour à toutes et à tous. Je pense que ce qui est intéressant et ce qui transparaît à travers les interventions qui sont sur des registres différents, c'est que les questions qui se posent au niveau local sont des calques de questions qui se posent par ailleurs au niveau national. Et cette question de comment on appréhende une révolution qui est assez transverse et qui vient toucher tout le monde partout, dans le cadre de politiques publiques qui doivent se mettre à jour quelque part et qui doivent être profondément repensées, est un problème que rencontrent les collectivités, mais que, toute chose égale par ailleurs, les grandes entreprises ou les entreprises rencontrent et l'État vient rencontrer. Et je rebondis sur la question, pour prendre cet exemple-là, la question des données d'intérêt général, à la fois dans leur acception de comment on utilise mieux les données pour faire des politiques publiques de mobilité, des politiques sociales pour identifier les publics, pour éviter le non-recours, etc. Ou alors des questions encore plus essentielles telles que c'est quoi le statut d'une donnée, c'est quoi le statut d'une donnée d'intérêt général, sont des interrogations qui sont celles de l'État très profondément. Moi j'étais la semaine dernière à Bruxelles où j'avais une réunion avec Margrethe Vestager et la fin de la réunion a été consacrée à la question de la donnée, à la question de en fait qu'est-ce que c'est qu'une donnée et comment on peut gérer un monde dans lequel la donnée devient l'actif essentiel économique mais également privé. Quel est le statut des données? Peut-on considérer que les données sont des données propriétaires ou des données d'intérêt général? Qui est propriétaire de la donnée in fine? Est-ce qu'il y a une valeur économique à la donnée? Et donc on vient retoucher des sujets absolument essentiels qui sont très structurants, mais où en fait on est tous un peu en train de construire en marchant. Avec eu égard à la question des exécutifs et des présidents, vice-présidents au numérique, cette évolution qui est générale, qui est qu'on est passé d'un moment où le numérique était l'objet d'une petite cellule, la vice-présidence au numérique qui était pionnier, qui développait des nouvelles applications, de nouveaux services, en plus de ce qui se faisait, au fait que maintenant le sujet c'est que le numérique devient la colonne vertébrale de l'ensemble des politiques de mobilité, des politiques sociales, des politiques économiques, et qu'elle doit être repensée à partir de là. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile au niveau local, c'est là que c'est difficile au niveau national, parce que ça vient poser des questions, et Francky Trichet le disait très bien, ça veut poser des questions de compétences des fonctionnaires territoriaux comme des fonctionnaires nationaux. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir la direction du numérique. Le problème du secrétaire d'État au numérique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la direction de la sécurité sociale, la direction générale des finances publiques, la direction du Trésor, la direction générale de la cohésion sociale ou de l'organisation des soins pensent ces politiques avec les outils numériques et en fonction de la transformation qui est celle des numériques. Et c'est ça qu'on doit réussir. Ça pose une autre question qui est celle qui est un peu sous-jacente aussi à ce qui a été discuté ici et qui font que des forums comme celui des interconnectés sont très importants. C'est la question de la gouvernance et des alliances des différentes strates. C'est vrai à l'intérieur de l'État, c'est comment vous faites travailler dans le champ des politiques sociales, par exemple de l'inclusion numérique, la CAF avec la CPAM, avec Pôle emploi, avec ensuite derrière aller chercher les CCAS, puisque tout le monde prend de face
la numérisation des politiques publiques, mais également au niveau territorial. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait ces collaborations ou ces coopérations entre des différents niveaux d'institutions territoriales, la mairie, le département, l'agglomération, l'État, d'autres niveaux, y compris le service public, parce que dans son rapport à la numérisation, le citoyen, lui, c'est une continuité. Et il ne se pose pas la question de savoir que les politiques sociales sont gérées par le département, qui doit du coup coopérer avec Pôle emploi et la CAF, et que pour le reste, la politique économique qui amène les tuyaux est pilotée par des syndicats mixtes ou les intercos. Et donc, ça nécessite, sur un sujet qui est très très granulaire et qui est vraiment un sujet de proximité, de rebâtir des gouvernances. Et je pense que c'est au cœur du manifeste dont on aura l'occasion de discuter tout à l'heure, c'est que si on veut être dans la proximité et faire en sorte que sur un sujet où l'État ne peut pas tout faire, de toute évidence, et où l'État doit bâtir des solutions avec ou à partir du terrain, être à la hauteur de l'enjeu sur un enjeu qui concerne l'ensemble de la population française, alors il faut repenser la manière dont on mène ces gouvernances entre nous, c'est-à-dire entre les institutions publiques, les opérateurs, certains intervenants comme la Banque des Territoires, mais derrière avec d'autres entreprises, enfin des acteurs du privé qui eux aussi sont partie prenante à ce sujet de transformation, des associations, si on prend le sujet de l'inclusion numérique, prenez un certain nombre d'associations comme Emmaüs Connect, doivent faire partie de la discussion. Et ce sujet de gouvernance, je pense, est vraiment au cœur de ce qu'on doit réussir, parce que ce sont des défis, comme je disais au début, qui sont assez communs. Merci beaucoup. Je vous propose de passer maintenant à la remise officielle de ce manifeste qui a été donc réalisé dans le cadre des travaux de la commission des élus, notre commission des élus, dont nous sommes très fiers. Donc j'invite Constance Nebula et Jacques Auberti à rejoindre le pupitre pour vous présenter les grands éléments, et on va vous remettre le document par la suite. Alors nous allons intervenir à plusieurs voix puisque c'est un travail collectif. Vous dire que ce travail a été démarré il y a à peu près 2 ans maintenant, avec des élus qui représentent des territoires extrêmement divers. C'était là réellement le challenge, de façon à avoir une vision la plus adaptée éventuellement à tous les territoires. Donc des représentants de la DCF, de France Urbaine, des interconnectés bien évidemment. L'idée étant d'une part de présenter nos convictions, mais surtout d'effectuer des propositions pour l'avenir, qu'elles soient suffisamment simples pour être reprises assez facilement, entre guillemets. Je sais que le mot facile est souvent facile, mais suffisamment clair et simple pour être décliné sur tous les dispositifs locaux pour avancer rapidement, puisque nous savons que nous prenons bien évidemment du retard, hein, nous l'avons constaté. Il y a un retard irrémédiable et donc du temps à raccourcir. Voilà, donc je propose à Constance de nous donner les convictions et je reviendrai vers vous pour les propositions. Oui, merci. Effectivement, le travail, on l'a eu entre élus, je trouve qu'il représentait assez bien, je dirais, le panel des collectivités françaises, dans le sens où il y avait des maires, des vice-présidents, des élus comme moi délégués au numérique de villes d'une certaine importance, d'autres de villes de taille plus modeste, des communes rurales, des communes situées en zone urbaine. Donc on avait vraiment au sein de la commission, je dirais, chacun des points de vue, ce qui a nourri des débats et des échanges assez intéressants. Et j'espère que vous tous qui avez le manifeste normalement sous les yeux, vous, en tant qu'élus, vous retrouverez dans les convictions que l'on va évoquer et dans les propositions surtout que l'on vous remet, Monsieur le Ministre. En conviction numéro 1, on a effectivement voulu inscrire noir sur blanc que le numérique, et l'inclusion numérique surtout, est l'affaire de tous. On va s'adresser, bien entendu, à tous les habitants. Il ne s'agit pas de cibler un type de population qui soit n'aurait pas accès à l'outil ou soit n'aurait pas l'usage du numérique, mais bien à toute forme, je dirais, d'inclusion et d'essayer, voilà, d'englober toute la population dans ce processus qui est extrêmement transversal. La conviction numéro 2, c'est le rôle de l'intercommunalité. On l'a beaucoup évoqué pendant cette plénière et ça nourrit vraiment des discussions. Et on est parti du principe que
la gouvernance, elle doit s'adapter à la spécificité du territoire. Effectivement, selon que l'on soit une commune rurale, que l'on soit une métropole, la place du département n'est pas la même, la place de la région n'est pas la même, selon aussi la conviction, je dirais, politique de certains maires ou certains présidents. Mais voilà, le sujet, c'est vraiment cette place de l'intercommunalité et que tout ça ne s'écrit pas seul et que ça doit bien être dans une forme de partenariat sur le terrain. Une autre conviction, la numéro 3, c'est d'affirmer le droit à un accueil physique pour tous les citoyens. Alors ça peut aller de soi, mais effectivement, pour rebondir sur le 100% dématérialisé promis par l'État pour 2022, il est quand même primordial d'inscrire, notamment dans ce contexte d'élections municipales, qu'aujourd'hui, il sera toujours possible, et même demain, d'avoir accès à du service, soit par une ligne téléphonique, soit par courrier, soit par un guichet physique, mais de promouvoir tout de même cet accueil physique pour les citoyens et de ne pas nous diriger vers du numérique et exclusivement du numérique et qui couperait ainsi une partie de la population dans l'accès aux droits notamment. Conviction numéro 4, le fait que chaque acteur doit prendre ses responsabilités face aux impacts de la dématérialisation selon le principe pollueur-payeur. Dans cette conviction, on a voulu surtout inscrire le fait qu'il y ait aussi un vrai engagement de la part du privé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement notre rôle de collectivité de nous engager, mais c'est à chacun, également au privé, de prendre ses responsabilités, que ce soit des énergéticiens, que ce soit pour le paiement, par exemple, de votre facture mobile, abonnement Internet et autres. Et pour cela, on peut prendre l'exemple des PIMS ou des maisons France Service qui expliquent bien ce modèle public-privé. Conviction numéro 5, c'est la gouvernance qui est partagée et doit se construire entre les acteurs du privé et du public. En lien avec la conviction numéro 4, là on est vraiment sur une démarche de co-construction, de collaboration entre le public et privé, et finalement de mettre tout le monde autour de la table, et qu'il y ait une vraie synergie de ressources, de fonds, et que tout le monde soit d'accord sur la stratégie à adapter en fonction des territoires. Et enfin, notre dernière conviction, c'est un plan d'action à long terme qui concerne tous les publics, citoyens et professionnels, puisqu'on parle beaucoup effectivement de la fracture numérique en identifiant ces 14 millions, environ 14 millions de Français éloignés du numérique, mais pensons aussi aux professionnels, et notamment les TPE-PME qui, elles aussi, doivent faire face à une certaine forme de frustration face à la dématérialisation dans leur démarche professionnelle. Et n'oublions pas donc cette partie-là. Donc voilà pour nos convictions que nous avons souhaité écrire clairement dans le manifeste. Et puis je vais relaisser la parole à Jacoberti pour la partie des propositions. Donc en droite ligne, bien évidemment, avec ces convictions, nous avons un certain nombre de propositions. Vous verrez qu'elles tournent beaucoup autour des moyens, malgré tout. C'est un réflexe d'élu local. Bon, chasser le naturel, il revient au galop. Alors, malgré tout, considérer que c'est une priorité nationale, insuffler une mobilisation générale pérenne, c'est la première proposition. Faire en sorte de recenser sur les territoires et d'accompagner effectivement tous les publics loin du numérique, tous les publics fragiles, tous les publics qui ont besoin de nous pour leur quotidien. Et donc considérer que la mise en place de cette proposition passe par un plan de lutte contre l'illectronisme. Un petit peu de la même façon que ce qui existe, je le mentionnais, par rapport à un plan canicule ou un plan grand froid, certes sans qu'il y ait bien évidemment un aspect aussi critique, mais pour autant une prise de responsabilité au niveau local, c'est ça qui est important. Faire en sorte bien évidemment donc que les acteurs du territoire soient mobilisés pour répondre à ce plan de lutte. Et bien évidemment faire en sorte que tous les acteurs locaux dans les différentes strates se sentent aussi partie prenante sans préfigurer de l'organisation future, en considérant que sans doute des organisations s'imposeront au fil du temps, peut-être avec des strates privilégiées. C'est vrai qu'il serait sans doute plus pratique de dire cela appartient au département, à la région, à l'intercommunalité, mais ce que nous voulons, c'est d'abord la mobilisation de tous les acteurs et que ces acteurs-là se déterminent sur les échelons pertinents. La deuxième proposition, c'est effectivement la répartition des engagements et des responsabilités du financement des actions.
On a parlé du principe pollueur-payeur. C'est vrai que dans le cadre notamment de ce qu'on appelle la RGPP à l'époque, la dématérialisation a été sans doute un élément assez abusif de plan d'économie. Je crois qu'il faut aujourd'hui mieux raisonner ces aspects-là et considérer qu'à un moment, l'État doit prendre ses responsabilités dès lors qu'il fait porter au niveau local le contact avec l'usager des services dématérialisés. Ça, c'est un premier élément, même si le niveau local doit prendre toute sa part, effectivement, à ce mouvement, puisque lui-même est concerné, je pense à des portails familles ou autres, donc qui sont monnaie courante aujourd'hui sur nos territoires, mais faire en sorte que les moyens qui seront alloués au niveau local ne fassent pas partie de l'indexation. Et ça, je crois que beaucoup d'élus ont insisté, considérant la priorité d'une telle action et son intérêt général. Faire en sorte aussi de mobiliser le privé, selon ce principe, pollueur-payeur, de différentes façons, mais en considérant que s'il y a des économies à réaliser, à dématérialiser, il faut qu'une partie de ces économies revienne au niveau local pour accompagner les publics. C'est un principe très simple, peut-être pas facile à mettre en œuvre, mais très simple à appliquer. Troisième proposition, mettre en place une conférence des financeurs au niveau local, l'usage effectivement des moyens alloués, à l'image de ce qui se fait par exemple en matière de lutte contre la perte d'autonomie, ça existe déjà au niveau départemental, avec notamment le département en chef de file. L'idée est bien d'organiser une allocation de moyens sous la même forme, considérant que l'inclusion numérique relève de cette approche sociale. Là aussi, le fait de mettre tous les acteurs autour de la table, ceux-là même qui auront co-construit le projet, sera de nature à déterminer effectivement la gouvernance locale dès lors qu'il s'agira d'allouer des moyens. La proposition suivante, c'est considérer que toute dématérialisation doit dorénavant être vertueuse et apporter une plus-value à l'usager, ce qu'on a sans doute oublié par le passé, et donc avec augmentation de la qualité du service rendu. On observe d'ores et déjà qu'il y a des services qui reviennent via la dématérialisation au niveau de l'usager, mais encore faut-il faire en sorte que tous les usagers soient concernés par cette augmentation de qualité. Et donc, à chaque fois qu'il y aura effectivement une opération de dématérialisation, il devra y avoir préalablement, ça fait un petit peu penser aux normes, préalablement une évaluation de l'impact au niveau du terrain, au niveau des acteurs du territoire et au niveau des usagers, l'idée étant bien de promouvoir une démarche vertueuse. Et enfin, la dernière proposition, mais peut-être en viendront d'autres dans l'avenir, établir un suivi collectif de la politique de lutte contre l'électronisme. Bien évidemment, l'idée, c'est de se donner les moyens ensuite d'évaluer nos politiques publiques avec un plan de suivi de la démarche, un plan de suivi des actions engagées, mais surtout une évaluation a posteriori, de façon à avoir la meilleure efficience des moyens et pouvoir renoncer le cas échéant à des actions pour en privilégier d'autres, si celles auxquelles on renonce ne servaient à rien. Monsieur le ministre, si vous voulez bien recevoir le manifeste. Alors vous avez une version plus. C'est la version portable, tout à fait. Pour les photos. Exactement. Je crois que c'est la version dématérialisée de manifeste. Bon, merci beaucoup. Merci pour ce manifeste des interconnectés et à l'ensemble du travail qui a été mené depuis plusieurs mois. Parce que je pense que ça entre en résonance avec beaucoup des réflexions et des préoccupations que nous avons au niveau de l'État. Si on prend quelques pas de recul pour prendre en considération ce qui se passe. Et je pense que les intercos et les communes, à divers égards, sont à la jonction et au nœud entre deux enjeux qui découlent de la révolution numérique que j'évoquais tout à l'heure. Révolution numérique qui est venue percuter
l'ensemble de nos sociétés d'abord, mais plus globalement la puissance publique, en posant de nouvelles questions. Et ces deux enjeux, quels sont-ils? D'abord, il y a de toute évidence un enjeu d'opportunité. Un enjeu d'opportunité qu'il s'agit de saisir, parce qu'il ne tombe pas du ciel, parce que le numérique est venu apporter, pour beaucoup de nos concitoyens, un certain nombre de simplicités, est venu pour les collectivités, notamment les intercos, apporter des potentialités nouvelles de services publics, des facilités dans le transport, dans les outils à sa disposition pour identifier des publics, mieux cibler ses politiques publiques, mieux rationaliser ses politiques publiques. Et pour peu que l'on soit capable et en capacité de définir une politique, de se mettre au niveau, ça vient apporter beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités à la puissance publique. C'est vrai également dans le domaine économique. Je rappelle souvent que les start-up françaises créeront cette année 25 000 emplois sur tout le territoire. 25 000 emplois, c'est environ 1 emploi sur 5 qui se crée aujourd'hui en France. Et que donc cette économie est devenue absolument structurante pour le territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons publié il y a quelques semaines le classement qui, comme tous les classements, vaut ce qu'il vaut, mais donne une idée de la dynamique de la French Tech, du French Tech 120, donc les 120, en fait 123 startups qui sont les plus vibrantes, enfin utilisez le terme que vous voulez au niveau national. Un tiers d'entre elles ne sont pas à Paris. Un tiers d'entre elles ne sont pas à Paris, et on voit que dans nombre de territoires, de Saint-Étienne à Vierzon, en passant par M ou Lyon, évidemment, les startups et cette économie-là deviennent de plus en plus structurantes, créent des emplois partout en France et tirent l'attractivité des territoires. Et qu'il s'agit donc de se mettre en capacité de saisir cette opportunité dans un monde où on manque de compétences numériques et où donc les collectivités ont la responsabilité de se mobiliser pour, avec les acteurs du privé, avec les acteurs de l'information, former des gens, former et reformer des gens pour lutter contre le chômage, mais également développer l'attractivité des territoires. Et donc, on a sur un bout de la chaîne la nécessité et une opportunité absolument extraordinaire qui se pose à la puissance publique. Encore faut-il être capable d'être acteur de ce changement et de ne pas le subir, mais on a beaucoup d'opportunités et le numérique est facteur et essentiel dans ces opportunités. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on a ce qui est l'objet de ce manifeste, et qui doit faire l'objet de probablement autant d'attention, sinon plus, de la part de la puissance publique, qui est la question, disons, de la fracture numérique ou de l'électronisme, selon le terme que l'on choisit d'employer. Avec là, je pense, un défaut de la puissance publique, notamment de l'État, qui a été de trop longtemps penser la question de la fracture numérique en réfléchissant en termes de tuyaux. Bien sûr, les tuyaux, et ça a été dit tout à l'heure, sont indispensables dès lors qu'on veut bénéficier des potentialités du numérique. Dès lors que vous n'avez ni la fibre ni le mobile, c'est absolument illusoire de vouloir bénéficier des potentialités du numérique. Mais trop longtemps, je pense que ça a été le fait de l'État d'abord, mais d'une partie des collectivités également. Nous avons pensé la fracture numérique en se disant que nous allions apporter le réseau et que tout se résoudrait. Et en fait, ce que l'on sent, notamment si on regarde les choses lucidement, dans une partie des mouvements de colère qui ont eu lieu depuis un an, mais qui remontent à loin, c'est que le réseau n'est pas tout. Et que dans la manière dont le numérique a traversé nos sociétés, nos services publics, nos services privés, il est venu créer de nouvelles fractures qui sont venues s'additionner à des fractures existantes et qui ont été source de colère dans la relation des gens au service public, dans la relation des gens à travers une société, en règle générale, bien au-delà du service public, qui évolue d'une manière qu'ils ne comprennent pas tout le temps. Ils ne comprennent pas tout le temps. Alors, là encore, il ne faut pas être manichéen. Je discutais avec un dirigeant de la CAF dans les Pyrénées-Atlantiques qui me disait que sur certains minima sociaux, la numérisation de la demande de minima sociaux avait fait passer le taux de non-recours de 70% à 20%. Et donc, il y a eu un vrai progrès. Sauf qu'en fait, on a créé de nouvelles inégalités, que peut-être que les 20% n'étaient pas forcément les 70% d'avant, et que ça pose des problèmes sur les gens qui n'utilisent pas le numérique. Mais en tout état de cause, nous avons créé, l'État a été et toujours l'un des principaux responsables de cette fracture, de nouvelles fractures. Des fractures qui sont des fractures que l'on connaît bien ici, qui sont des fractures d'accès au droit, et qui constituent l'urgence de la situation. C'est-à-dire que la numérisation à marche forcée des démarches administratives a exclu une part de la population de cet accès au droit, qu'il s'agisse de faire des demandes de droit,
déclarer ses impôts en ligne, et le ministre que je suis a senti assez physiquement l'insatisfaction face à l'objectif de dématérialiser complètement la déclaration d'impôts en ligne, la déclaration d'impôts. Mais nous avons créé, effectivement, il y a cette question d'urgence, il y a cette question d'accès au droit, il y a cette question lorsqu'il s'agit de s'adresser à Pôle emploi, de suivre son dossier CAF, d'avoir des relations avec les CPAM, et la numérisation des services publics, conjuguée bien sûr au retrait d'une partie des guichets, à la disparition des numéros de téléphone, a posé problème. Elle nécessite que nous ayons une mobilisation à la hauteur de l'enjeu, parce que s'il y a une chose dont nous sommes totalement conscients, c'est que le 100% des matérialisations n'est pas autoréalisateur, et qu'il est facteur d'ostracisation dès lors qu'il n'est pas accompagné. Et qu'en tout état de cause, on ne peut pas penser la quantité sans la qualité. Ça a été dit tout à l'heure, et il faut faire en sorte, pour le dire concrètement, de garder des voies physiques, de former les gens qui peuvent être formés, de réintroduire probablement des numéros de téléphone et de conserver une approche pensée à partir des utilisateurs, ce qui aurait dû être le cas, mais qui n'a pas tout le temps été le cas si on dit les choses. Donc il y a cette question d'urgence dans l'accès au droit. Mais je pense que ce qui se joue plus profondément, et c'était, je pense, presque plus important, est un sujet encore plus essentiel, qui est un sujet de grammaire. C'est-à-dire que dès lors que vous commencez à former les gens à créer une adresse email, à déclarer leurs impôts sur Internet, les questions qui viennent derrière, c'est la question des données sur les réseaux sociaux, c'est la question des écrans dans la parentalité, c'est la question de la diffusion de l'information et comment se diffuse l'information. C'est au bout du bout la grammaire d'un monde de plus en plus digital, dans la capacité à être des citoyens de plein droit, à comprendre la manière dont ça se passe, dans un monde où demain les algorithmes joueront un rôle de plus important. Et c'est ça que nous devons réussir collectivement, c'est-à-dire de faire en sorte que les Français et les Françaises, dans leur ensemble, soient outillés pour être acteurs de ce monde et ne pas le subir. Aujourd'hui, l'impression d'une partie d'entre eux, et ils nous le disent avec virulence, c'est de subir et d'être laissés de côté de ce monde dont ils ne veulent pas. On n'inversera pas le cours du monde. On n'inversera pas le cours du monde, et nous avons les capacités d'être des acteurs, et des acteurs qui gagnent dans cette transformation. Mais encore faut-il le faire. Et se mettre en capacité, dans nos politiques publiques, dans les politiques publiques que nous déployons, d'être à la hauteur de cet enjeu-là et de répondre à l'attente de nos concitoyens. Et je pense qu'il y a 3 choses qui sont excessivement importantes. La première, et j'ai bien noté que dans le manifeste, un certain nombre des éléments étaient relatifs aux moyens. Ça ne m'a pas beaucoup surpris. La première, c'est évidemment la question du financement. C'est-à-dire que nous devons financer plus, former plus, financer ceux qui forment pour faire en sorte que nous autonomisions tous les Français qui peuvent l'être. Les chiffres qui circulent, c'est la moitié des 13 millions de personnes, car c'est indispensable. Et si nous continuons de la manière dont cela fonctionne, c'est-à-dire que chacun se débrouille dans son coin, on fait à la place d'eux systématiquement sans vraiment autonomiser, nous ne tiendrons pas. C'est-à-dire que cette situation sera intenable. Nous pourrons faire toutes les maisons France Service et tous les MSAP que nous voudrons, et c'est indispensable de faire des maisons France Service et des MSAP. Mais si on met bout à bout les maisons France Service, les MSAP, les services publics, les secrétaires de mairie, nous ne tiendrons pas face à la dématérialisation si nous ne sommes pas capables d'autonomiser une partie des gens. Et c'est pour ça que nous avons lancé il y a un an, enfin un peu plus d'1 an, cette démarche du pass numérique à laquelle nous avons consacré 10 millions d'euros en 2019, à laquelle nous avons décidé avec les collectivités territoriales de tripler l'engagement, c'est-à-dire dépenser 30 millions d'euros cette année, auxquels viendront probablement s'ajouter des financements privés et des financements d'opérateurs. Il faut se mettre en capacité de financer plus. J'ai totalement conscience que, compte tenu de l'ampleur de ce qui est du défi, 30 millions d'euros sur 2020, ce sera largement insuffisant et qu'il faudra aller beaucoup plus loin dans les années qui viennent. Mais on touche, à travers ce sujet du financement, à d'autres sujets qui ont fait l'objet notamment de discussions que j'ai eues avec certains d'entre vous à midi. La première, c'est qu'il y a un sujet par ailleurs de montée en compétence de l'ensemble des acteurs de la médiation et des acteurs de l'inclusion numérique. Parce que chacun a dû s'adapter des centres communaux d'action sociale aux opérateurs à cette révolution, chacun a réinventé la roue de son côté.
dans les collectivités, dans les associations, dans un certain nombre d'entreprises, pour essayer de faire face à l'urgence qui était cet accès au droit. Aujourd'hui, chacun a développé des moyens de contournement ou des moyens de faire face à cette obligation de son côté, et beaucoup en solitude. On parlait tout à l'heure des secrétaires de mairie. Elles ont été, avec les travailleurs sociaux, les premiers à prendre de face cette dématérialisation. Chacun a dû s'adapter pour faire en sorte qu'elle accompagne ceux qui en avaient besoin, elle se forme elle-même, mais ce manque d'outils ne pourra pas durer très longtemps. Et si on prend ne serait-ce qu'aujourd'hui la manière dont ça se passe, c'est ce que nous savons tous, dans la relation entre l'aidant et l'aidé et la nécessité que l'aidant fasse à la place d'eux, dans un no man's land juridique absolument complet, sans aucune sécurisation, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème. C'est pour ça que nous avons décidé, il y a quelques jours, nous avons lancé l'expérimentation d'Aidant Connect, qui devra permettre de sécuriser la relation entre un aidant et un aidé, et en finir avec les cahiers pleins de login et mots de passe pour chacune des personnes qui sont aidées, parce que c'est la seule manière de faire à la place d'eux. Mais on doit aller au-delà de ça et développer, et je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur aux interconnectés, des méthodologies, des échanges de bonnes pratiques, et grosso modo faire monter en compétence ce qui est un domaine professionnel en tant que tel, ce qui est devenu un domaine professionnel en tant que tel. Et dans cette dynamique, l'État peut aider, l'État peut financer, l'État peut soutenir, c'est ce que fait la mission Société numérique au jour le jour, c'est ce que fait l'État lorsqu'il accompagne la MEDNUM, mais ça ne peut venir que des acteurs et du terrain. Et c'est pour ça que, encore une fois, les forums comme les interconnectés sont absolument indispensables. C'est qu'il faut que les acteurs se parlent. Il faut que les acteurs se parlent à tous les niveaux, que ce soit les différents niveaux institutionnels, les différents niveaux de collectivité, mais également le public et le privé. Et c'est le dernier élément sur lequel je pense nous devons collectivement progresser, et qui, quelque part, j'ai eu l'occasion de le dire, en tant que secrétaire d'État au numérique, sur cette question du déploiement massif d'une politique d'inclusion numérique, est probablement le sujet qui est le plus difficile. C'est la question de la gouvernance. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, les collectivités, les associations n'ont pas attendu l'État pour mettre en place des actions d'inclusion et de médiation numérique sur tout le territoire. On estime qu'il y a à peu près 5000 lieux de médiation numérique sur tout le territoire. Et l'État n'est pas capable de gérer de déployer par lui-même une politique d'inclusion numérique. C'est une question de proximité extrêmement grande. Et donc, cela ne peut se déployer qu'à partir du terrain et dans une alliance entre les acteurs. Mais selon les territoires, selon les réalités des différents endroits où les politiques se sont développées, les acteurs ne sont pas les mêmes. C'est ici les mairies, c'est ici les intercos, c'est là le département, là il y a un pilotage région, parfois la société civile, des associations ou même parfois des entreprises privées ont pallié le déficit d'engagement politique, d'engagement public. Et donc, la nécessité un des gros enjeux que nous avons en face de nous, c'est cette question de la gouvernance. C'est comment on fait en sorte pour mettre tout le monde autour de la table, les opérateurs, qui sont en partie les pollueurs, c'est-à-dire ceux qui renvoient un nombre important de gens, puisqu'ils prennent les gens dans les guichets, mais ils ont besoin de les orienter vers de la formation, les collectivités, les entreprises, et je pense qu'il est indispensable que nous ayons les entreprises à bord, ne serait-ce que parce qu'elles sont un des premiers demandeurs de cette inclusion numérique. Alors, il faut le faire, j'entendais tout à l'heure l'exemple du quartier Google, il faut le faire à nos conditions. C'est-à-dire que, bien sûr, je n'ai aucun problème avec le fait qu'une entreprise vienne financer ou vienne financer des lieux, c'est très bien. Mais ça ne peut être que des lieux de service public dans les conditions du service public. Et il est hors de question de privatiser une politique publique. Mais il y a cette question de la gouvernance à laquelle il faut s'atteler dans les territoires, il faut s'atteler au niveau national, puisque la question que l'on va rencontrer à chaque territoire avec une adaptation à la réalité territoriale se pose au niveau national. Lorsqu'en tant que secrétaire d'État au numérique, on veut se mettre d'accord sur un standard d'évaluation des compétences, qui pourrait être PICS. Avec qui discute-t-on? Pour faire en sorte qu'on déploie un standard d'évaluation des compétences pour derrière déployer des standards de formation de la médiation numérique, d'accompagnement. Et cette gouvernance, elle est à inventer, elle doit mettre tout le monde autour de la table. C'est pour ça que c'est important que
se lancent aujourd'hui les expérimentations sur les conférences de financeurs qui sont au cœur du manifeste, c'est que les conférences de financeurs qui mettent tous les acteurs autour de la table, autour du financement, c'est indispensable pour le financement, mais c'est encore plus important pour la gouvernance. Et je pense que ce à quoi nous devons nous atteler aujourd'hui et pour les mois et les années à venir, au-delà du renforcement des moyens et des outils, mais qui, quelque part, je n'ai pas trop d'inquiétude, sont la partie la plus facile. Je le dis avec toutes les réserves et toute la prudence que la fréquentation de la direction du budget m'a habitué à faire, mais c'est quelque part la partie la plus facile. Le plus difficile, c'est la gouvernance et la mise en synergie des acteurs. Parce qu'au fond, ce qui nous revient de faire maintenant, c'est de poser les briques de quelque chose qui n'a pas été conçu comme tel, mais qui est une véritable politique publique. Et qu'il faut poser les architectures, les briques, les acteurs, la gouvernance d'une véritable politique publique qui sera là pour des années, voire des dizaines d'années. Parce qu'il ne s'agit pas de former quelques millions de personnes âgées et d'attendre qu'on passe à la génération suivante pour régler le problème. Et c'est quelque chose que les acteurs de l'inclusion savent bien, c'est que nous avons autant de problèmes quasiment avec les jeunes et avec les personnes âgées, et que par ailleurs la réalité sociale venant se surajouter à la réalité numérique, ce sujet de l'inclusion numérique, nous l'avons devant nous pour longtemps. Un petit dernier mot avant de conclure, peut-être d'optimiste, parce que bien évidemment c'est compliqué, c'est difficile, et chacun d'entre vous le vit au quotidien. La transformation numérique, c'est compliqué, c'est une galère pour le dire en tant que tel. C'est vrai de l'inclusion numérique, c'est vrai de la transformation numérique des administrations et des organisations. Et d'ailleurs, soyez rassurés quelque part pour quelqu'un qui l'a fait dans le privé. Je pense que la transformation numérique des administrations n'a pas à rougir de ce qui se passe dans le privé. On a tendance à dire c'est super dans le privé. Pour ceux qui connaissent les grandes entreprises françaises, c'est loin d'être la panacée. Mais à la fois c'est une galère, et en même temps je pense que quand on est des responsables politiques et quand on est des responsables publics, ou à tout le moins des gens qui sont intéressés par les choses publiques, on a peu l'occasion en fait dans une vie de vivre une transformation aussi majeure qui vient toucher toutes les catégories de la société, l'économie, la démocratie, la manière de faire société, les relations interpersonnelles. On a peu l'occasion de vivre des révolutions aussi structurantes et d'en être des acteurs et d'avoir l'opportunité, quelque part, de faire une société un petit peu meilleure que celle qui a précédé. Donc ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de sueur, un peu d'investissement, mais je trouve que c'est une belle opportunité. Merci beaucoup.